Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. En fait, on le sait que le pays est sujet à beaucoup de sécheresse chronique qui revient de temps en temps. Les années 80 sont une bonne démonstration, maintenant c'est presque la 6e année de la sécheresse. Et d'où ça vient en fait? Parce que la météo change, le climat change, et le climat, donc il y a ce qu'on appelle les changements climatiques. Et ces changements climatiques ont démontré que la température variait de 0,25 à 4 degrés Celsius en 2100. Et il varie de 0 degré à 0,4 degrés par décennie, dépendant des pays. Et on verra tout à l'heure que le Maroc peut être des pays quand même assez névralgiques. La neige aussi, on a constaté qu'il y a moins de 25% de neige au nord et moins de 50% au sud. Et que le niveau des océans aussi, il augmente et que vers les 2100, ça va varier de 0,3 à 2,5 mètres. Ça veut dire qu'il y a des risques d'immersion des zones côtières. Le Maroc étant sujet avec ses 3500 km de côte. Je ne prédis pas de catastrophe, mais c'est des possibilités avec des tsunamis, etc. On a constaté aussi que les orages extrêmes sont de plus en plus fréquents, 5 fois plus fréquents. Alors, d'après la Banque mondiale, les prédictions pour les 3 prochaines décennies, pour la demande en eau, il y aura une augmentation de moins 55% pour l'année 2050, et la demande d'énergie aussi, qui va augmenter de 33%. Et donc, pour ce qui influe sur la souveraineté alimentaire ou la production alimentaire, il y aura aussi 30% de demande en énergie globale. C'est juste une petite introduction. Ceci ne va pas sans conséquences et la vulnérabilité sur plusieurs systèmes liés à l'homme. Le premier qui en pâtit, évidemment, c'est l'eau, par ricochet, l'agriculture, la forêt, les côtes, les écosystèmes, la santé, les communautés, l'énergie, l'industrie, les commerces, etc. Alors, maintenant, les statistiques mondiales, que ce soit la FAO, la Banque mondiale, l'Institut des ressources mondiales notamment, qui nous dresse cette carte du monde, et vous voyez qu'en rouge, la zone de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, si je peux dire, sans compter les autres. Là, vous voyez qu'en rouge, on est vraiment en stress hydrique. Et je vais approfondir un peu la question par quelques raisons de grandeur. Madame la Présidente, elle avait cité quelques-uns, mais je vais essayer de... Alors, peut-être que je peux continuer la présentation, mais si vous voulez m'arrêter, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour dire que l'impact de ces changements climatiques sur la disponibilité de ressources en eau et ses implications sont nombreuses. Parce qu'il y a des changements dans les régimes de précipitation, il y a une grande variabilité climatique, une grande variabilité de l'eau, ce qui fait que le cycle de l'eau est perturbé avec plusieurs répercussions. Il y aura de fortes pluies de plus en plus fréquentes, c'est ce qui s'est passé l'autre vendredi, samedi. On a eu vraiment beaucoup d'eau, c'est tant mieux, ça a pu augmenter quand même nos réserves de quelques pourcents. Des périodes de sécheresse prolongées, vous savez ce que dit le général Lyoté à l'époque, il disait pour le Maroc, gouverner c'est pleuvoir. S'il n'y a pas de pluie, il y a toujours un problème. Il y a une augmentation de la fréquence et de l'intensité des crues, donc par-dessus le marché, pas seulement les sécheresses, mais il y a aussi des crues. Donc je vais parler d'ailleurs de l'eau en tant qu'autre chose, en tant que risque, pas seulement en tant que bien. Les catastrophes naturelles
vont provoquer des migrations. Si je n'ai pas d'eau, ben, je vais aller ailleurs. Je vais aller ailleurs et on commence à le sentir. Il y a même des statistiques qui montrent que ça va augmenter de plus en plus. Et puisqu'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas d'agriculture, il n'y aura pas de produits, donc il y aura des coûts alimentaires élevés et donc des mouvements sociaux. Personne n'est content. C'est juste une illustration, tout à l'heure la présidente en a parlé, la surexploitation des ressources en eau souterraines. Et le plus grave dans le processus, si je suis dans la zone côtière et j'ai des mers côtières, qu'est-ce qui se passe? Si le niveau baisse, l'eau baisse, l'océan envahit. Et donc il va saliniser les sols et il n'y aura plus d'agriculture. C'est ce qui s'est passé à la Chaouia côtière. Les gens faisaient de la tomate. Ils ont dû, à cause de la surexploitation, quitter leur culture pour aller à 20-30 km plus loin. Donc c'est pas loin d'ici d'ailleurs. À Agadir, la même chose. Alors, avec le Sous-Massa. À l'époque, en 2001, j'avais fait une petite étude pour l'USAID sur un projet financé par eux. Il y avait 20 000 puits et sondages à l'époque, officiels. Ne parlons pas des non officiels. Maintenant, il y a beaucoup plus. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de stresser la nappe et ça pose problème. Il y a aussi la dégradation des ressources naturelles, détérioration de la qualité, etc. Il y a l'envasement des barrages. Nous, on stocke l'eau via les barrages. On a fait une bonne politique relativement, mais seulement cette capacité de stockage, elle décroît. Elle décroît parce que les sédiments commencent à prendre place, à se tasser, ce qui fait que le volume d'eau disponible pour stocker diminue. Et en plus de cela, on aura la perte de fertilité des sols en amont. Par ailleurs, multitude de sécheresses et d'inondations à cause de tout cela. Je vais juste faire un petit lien. Est-ce qu'on peut les faire? Hein? Oui, je pense que j'ai une voix qui porte, mais pour l'enregistrement. Mais je pense qu'il y a une résonance. Oui. Je vais juste citer aussi ces contraintes-là par rapport à ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Donc, il y a 17, et là, 6, les objectifs de développement durable 6 sont liés justement à l'eau qui veut qu'on puisse garantir le propre et l'assainissement via des actions appropriées pour tous. Le Maroc a fait pas mal de bonnes choses, et je vais en parler. Je ne vais peut-être pas aller dans les détails de ces diapositives, mais c'est juste pour dire que normalement, on doit satisfaire ces objectifs pour satisfaire la demande. Alors, les défis sont nombreux, et ces défis, nous sommes ce que nous partageons. On partage tous ceci. L'humanité en dépend. Et comme il y a la démographie, la demande est sans cesse croissante. On a déjà parlé du changement climatique et leur impact. Il y a la réduction et la détérioration des ressources. Il y a beaucoup de raisons dont on peut discuter. Il y a la gestion des ressources communes, que je dis à partager. C'est ce qu'on appelle couramment la gestion de l'eau comme bien, comme disponible, comme stock. Mais il n'y a pas que cela. Il y a l'eau comme bien, on en a besoin, mais aussi l'eau peut causer des dégâts. C'est ce qu'on appelle la gestion de l'eau comme risque. Il y a aussi le capital humain. Pour faire face à tout ça, il faut qu'on ait une certaine éducation. Quelle éducation et comment, quelle sensibilité vis-à-vis de cette ressource vitale. Il y a aussi le citoyen lui-même. Le câblage c'est pas parce que j'ai un robinet que je vais ouvrir et me servir comme je veux. Il y a le psychique, le mental, et certains états d'esprit. Et quel droit à l'eau compte tenu de ce contexte de rareté dans le contexte des changements climatiques? Si je fais un petit tour rapide en Afrique,
pour voir que pas seulement le Maroc qui vit ces choses-là. L'Afrique vit, il y a plus de 40 milliards d'heures passées à collecter de l'eau. Et c'est les jeunes filles qui le font. Et c'est vraiment honteux. C'est injuste que c'est des filles de moins de 15 ans qui vont collecter cette eau. Il y a un problème. Beaucoup de ménages n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas accès, 50 millions n'ont pas du tout accès à l'eau potable. 180 millions, pas d'hygiène adéquate. 600 millions sont dans les zones urbaines. Et je passe. Et si je fais un zoom sur le nord, sur le Maroc, on voit qu'on a un climat qui va entre une influence montagneuse, un climat méditerranéen, un environnement aride. On est à la croisée de tout cela et on est donc sujet à beaucoup de choses. Et je vais aller tout droit au but avec le bilan hydrique du Maroc. C'est juste une moyenne, hein, ce n'est pas tout à fait la vérité. Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle l'incertitude et puis ça dépend des années de référence et sur les moyennes que j'établis. Et grosso modo, on accepte que le Maroc reçoit du bon Dieu 140 milliards de mètres cubes d'eau, 100%. Mais regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, je n'arrive pas à avoir ces 140 milliards. Il y a 85% qui va s'en aller dans l'évapotranspiration. Donc ça s'évapore. Déjà, si on examine ça, on fait une petite analyse, on fait un petit zoom sur ça, ça veut dire que je suis en train de perdre beaucoup d'eau dans l'évapotranspiration. Donc il faut alerter le pays qu'il faut faire quelque chose. Déjà, c'est les solutions, qu'est-ce qu'il faut faire, comment. Donc on peut en parler un peu plus tard, mais voilà, on a déjà une source, comment limiter l'évapotranspiration peut être une solution. Comme on a parlé tout à l'heure de comment limiter l'envasement pour avoir un bon stock. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste environ 22 milliards de mètres cubes. Et en fait, il y en a qui vont dans la nature. Il restera 18 milliards à utiliser. Et je fais exprès des fourchettes pour vous montrer qu'il y a une variabilité. Donc, environ pour l'eau potable et pour l'agriculture. Alors l'agriculture, vous voyez tout de suite qu'elle aussi elle pose problème. 90%. Donc là où je peux agir, on voit tout de suite, on n'a pas besoin de rien qu'à partir de ce bilan, on voit tout de suite qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut essayer d'économiser l'eau en agriculture, minimiser l'envasement, minimiser l'évapotranspiration. Donc je peux jouer sur ces trois choses et jouer sur l'homme, la femme, la psychologie, le mental, parce qu'on n'a pas le droit de gaspiller cette eau vitale. Donc c'est juste pour vous montrer un peu. Alors les potentialités de l'eau, pour dire aussi que c'est inégal. On le sait tous, que Tanger, Tétouan, etc., le nord, est bien desservi, mais que le reste n'est pas si bien desservi. Donc, je m'excuse, la légende peut-être n'est pas très, mais là où il y a le bleu foncé, ça veut dire qu'il y a plus d'eau. Et les potentialités des ressources varient. Donc, et c'est pour ça qu'on a pensé à chercher l'eau au nord pour la ramener vers le Bouddha et peut-être ailleurs. Alors l'eau, encore, est un risque. Là, c'est exprès, je vous ai montré 440 sites identifiés comme vulnérables pour les inondations. Et ça va de négligeable jusqu'à très haut, avec des pourcentages. Donc, on vit les deux problèmes. J'ai aussi quelques trucs sur les sécheresses, mais je ne les ai pas mis parce que je ne veux pas non plus me substituer au gestionnaire de l'eau, qui est le ministère de
de l'équipement et de l'eau. Mais il y a aussi quel problème, quel concept. L'eau, est-ce que c'est un bien ou une marchandise? Questionnement. Ou bien un bien commun universel. Est-ce qu'on peut le distribuer gratuitement? Pourquoi pas? D'ailleurs, je reviendrai un peu sur la valeur de l'eau, les aspects libéralisation ou privatisation, des notions souvent confondues, les services publics d'intérêt général, d'intérêt économique général, services universels, locaux, et les systèmes de transfert d'eau et grands projets de construction, tels que l'interconnexion. Et les usages multiples et les parties prenantes, parce que tout le monde est prenant, y compris l'individu, le citoyen lambda. Et puis maintenant, il y a l'eau du bon Dieu, qu'on appelle les eaux conventionnelles, via la pluie, via la neige, via la grêle. Et puis les eaux dites non conventionnelles. Non conventionnelles, dont on va parler un peu plus, puisque ça fait partie de la solution, puisqu'on n'a plus la solution du bon Dieu toute seule. On a besoin d'aller chercher ailleurs. Donc on va aller dessaler l'eau marine, l'eau saumâtre. On va collecter les eaux pluviales. Et d'ailleurs, c'est étonnant, quand on voit des pays comme l'Europe, où ils ont des toitures qui permettent de collecter de l'eau, alors que des pays arides, semi-arides, ne font pas ça, et c'est même pas obligatoire, et c'est pas normal. Ça aussi, c'est une niche pour collecter un peu d'eau. Et puis, à la réutilisation des eaux usées épurées. On peut au moins le faire pour les jardins, pour le gazon, etc. Mais attention, quand vous voyez une ville comme Singapour, ils ont une eau comme celle-là, qu'ils appellent New Water. Et ils disent, cette eau est entièrement recyclée. Donc il faut faire passer aussi ce message aux Marocains et aux Marocaines, que je peux boire de l'eau entièrement recyclée, qu'elle est propre. D'ailleurs, qui vous dit que celle-là n'a pas subi tout ce sort-là? Donc là, j'ai parlé des usages de l'eau, c'est pour insister pour l'agriculture. Je passe tout de suite, parce que là, j'ai des données donc, du département de l'eau marocain. Et vous voyez que l'agriculture, ils disent même en 2021, 89,3%. Oui, c'est plus que les 85% que j'avais mis, avec l'alimentation non potable urbaine qui compte pour 7%, le rural pour 2%, l'industrie pour 1,5%, le tourisme pour 0,2%. Finalement, c'est des cacahuètes par rapport à l'agriculture. C'est pour ça que des réflexions de type bain mort, est-ce que c'est ça qui pose problème? C'est pas ça. En fait, il faut aller chercher la solution chez le gros consommateur. C'est un moyen de sensibiliser peut-être. Oui, donc, c'est-à-dire, il faut justement que les gens fassent le calcul. C'est une analyse. Quel est le paramètre le plus important? Sinon, on est en train de jouer sur des epsilons. Le poids socio-économique, je n'en parle pas. Je regarde maintenant un peu les volumes d'eau disponibles, l'usage de l'eau au Maroc. C'est pour dire que en 2018, il y avait 650 mètres cubes par habitant par an disponibles. Et toutes les instances internationales ne cessent de dire qu'en 2030, vous aurez la crise, vous aurez la pénurie d'eau, vous aurez le stress hydrique. Mais en fait, ça a commencé plus tôt, puisque maintenant, c'est à peu près 600 mètres cubes par habitant par an, mais ça diminue vers les 500. Et quand c'est inférieur à 1000 mètres cubes, on parle de stress hydrique. Quand c'est inférieur à 500, c'est la pénurie. Alors, si je regarde par rapport au projet marocain en 2018, cette diapositive a été faite à cette époque, il faut peut-être mettre à jour, mais on voit que le Maroc fournit beaucoup d'efforts
pour l'eau potable, avec des coûts de connectivité de presque 96%, qu'ils veulent faire passer à 100% en 2030. L'irrigation, il y a 1,5 million d'hectares déjà, auxquels s'ajoutent les 1 million d'hectares sous l'ALIA. C'est le grand défi de Sa Majesté. Et puis l'énergie hydraulique. En fait, on verra que l'eau et l'énergie vont ensemble. On ne peut pas séparer, on ne peut pas les séparer, et on peut même les intégrer dans un autre cadre dont on va parler, qui est un paradigme, c'est le nexus. L'eau, je reviens à l'eau, qui a une valeur économique dans tous ses usages compétitifs. Il doit être reconnu comme un bien économique. Ça, c'est la conférence de Dublin de 92. Mais l'eau est aussi l'industrie. On parle de business à bénéfice croissant, c'est Pick Up Full Water. Il y a la ressource en eau en tant qu'islam. C'est pour satisfaire la demande, parce qu'il demande vital, pas pour la vente. Ça, c'est notre prophète. Mais on ne peut pas. Malheureusement, on ne peut pas, parce qu'il y a une chaîne. Comment respecter ces objectifs de développement durable avec une valeur juste pour compenser les coûts derrière la chaîne? Parce que je dois produire l'eau, la stocker, la mobiliser, la traiter et la distribuer. Donc, vous voyez la série d'énergie qu'il faut. Donc, je ne peux pas quand même, c'est assez complexe. Donc, je ne peux pas, mais il faut faire le prix juste. C'est quand même subventionné par l'État. Si je vous dis le prix du mètre cube dessalé, c'est énorme. Alors, on a déjà un peu parlé de ça. Le Maroc est vulnérable sur tous les plans, à cause de son agriculture, de son économie, qui est basée sur l'agriculture, mais qui est très sensible au climat. Malheureusement, on a une faible base technologique et scientifique, et on a accès à une connaissance limitée, parce que même la data, l'observation aussi est limitée. Le nombre de stations est aussi limité, donc on ne peut pas extrapoler assez facilement. On a une faible capacité d'adaptation, même par rapport à nos aïeux, à nos ancêtres. Nos ancêtres avaient des feuillards, avaient des artifices pour stocker l'eau et la garder pour des années de sécheresse. On a une capacité financière et institutionnelle très limitée et on perd beaucoup. Alors, il y a de l'eau perdue dans le système de distribution, dans les tuyaux, que ce soit pour l'eau potable ou pour l'irrigation, les débordements. Donc, il y a pas mal de pertes. Si on arrive à économiser ça, c'est pas mal déjà avant de penser à faire des infrastructures qui sont très chères. Donc il faut penser d'abord à économiser. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Chacun de nous doit se poser des questions. Je ne suis plus dans les conditions où j'avais de l'eau abondante et je dois en préserver et en laisser pour les autres. L'eau qui n'est pas physiquement perdue, mais ne génère pas de revenus en raison des imprécisions pour le comptage. C'est ce qu'on appelle les pertes apparentes. Combien on perd dans les pays développés, juste pour vous donner une idée, si je compare les pays en développement avec les pays développés et l'Eurasie, vous voyez tout de suite que c'est presque le double. Donc déjà, on peut essayer de faire... on doit commencer déjà par des programmes de contrôle des pertes d'eau. On fait ce qu'on appelle des audits de l'eau. Évaluer les volumes d'eau économiquement optimales, les pertes des indicateurs de performance, et ça devrait être fait par un organisme indépendant. Ce n'est pas la régie ou l'ONEP, mais une entité qui va aller évaluer tout cela, parce que c'est un bien commun et tout le monde en a besoin. Alors, il faut aussi une intervention globale pour les méthodes de réduction des pertes apparentes et réelles, maintenance, etc. Je vais peut-être sauter celle-là, mais
C'est juste pour avoir un petit résumé assez rapide. Il y a évidemment les eaux conventionnelles qui comportent les eaux de surface, les eaux souterraines, et les eaux non conventionnelles dont j'ai parlé. Ça, c'est la disponibilité de l'eau. Et ça a besoin de surveiller, donc observer, mesurer, modéliser, pour prédire le tout. Quand les eaux non conventionnelles ne sont pas suffisantes, il faut voir combien d'eau non conventionnelles on a besoin. La demande en eau aussi, la population augmente. Donc j'ai besoin de voir à quel horizon mettre des échéanciers pour voir. Il faut que les infrastructures puissent suivre et que je puisse chercher l'eau là où il le faut pour pouvoir alimenter cette population. Donc, il y a des infrastructures, il y a des droits de l'eau, il y a tout un arsenal juridique qu'il faut aussi respecter, mais à quel degré? Parce que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Donc, je dois minimiser le confort. Le confort que j'avais avant, eh ben, je ne peux plus me permettre de prendre la douche comme je veux. Il faut quand même que je ne peux plus me permettre de laver la voiture. Mais ce qui est important, c'est aussi l'agriculture, à chaque fois. La gouvernance et les règles de fonctionnement, l'aspect environnemental, et puis un aspect lié à l'adaptation et à l'atténuation. On va parler un petit peu. L'atténuation, c'est les changements, c'est limiter les émissions. Vous remarquez que le Maroc comme l'Afrique, ils ne sont pas du tout des émetteurs, mais ils subissent ce qui se passe. Et là, il y a une métrique qu'on appelle la tonne carbone. Par contre, l'adaptation n'a pas de métrique universelle. Et donc, il faut s'aider avec une série de systèmes d'aide à la décision, avec des planifications de bassins hydrauliques, de fonctionnement de réservoirs, de systèmes d'alerte pour l'aspect risque, des bilans de chaque bassin, des planifications de projection, etc. Et puis les mix de la gestion intégrée des ressources en eau et le nexus dont je vais parler un peu plus. J'ai parlé déjà un peu de cette diapositive. Il faut m'arrêter, hein, parce que moi je peux parler indéfiniment. Alors, les déterminants pour la capacité d'adaptation du Maroc et de l'Afrique, ce sont les ressources financières, la technologie, l'information et les compétences, l'infrastructure, les institutions et l'équité. Pour aborder ces questions, il nous faut d'autres paradigmes, d'autres approches et d'autres priorités, d'autres capacités scientifiques, d'autres partenaires. Si je fais un résumé de la gestion intégrée des ressources en eau, que j'appelle étendue, le concept de la gestion intégrée des ressources en eau classique, j'ai intégré comme ceci en disant qu'est-ce qu'il y a. J'ai le bassin hydraulique. En fait, le building block de toute l'eau, c'est ce qu'on appelle le bassin versant, ou le bassin hydrologique, ou hydrogéologique, ou hydraulique. En fait, ça devrait être un bassin hydrogéologique parce que ça comprend tous les types de ressources. J'ai le bassin avec un contexte climatique. Maintenant, il y a un contexte climatique. Et j'ai des infrastructures hydrauliques, des barrages et tous les autres équipements. Et puis, j'ai des usages. Et au centre, il y a le management, la gestion. La gestion qui doit être faite avec des alternatives, des critères, des contraintes et des risques. Et puis, entre les trois, la trinité, là, la triptyque, il y a des allers-retours, des entrées, des impacts, des allocutions, l'offre et le retour, la demande, etc. Il y a ce paradigme qui est classique, qu'on appelle là. Il y a un autre paradigme que j'appelle aussi nexus étendu. C'est un autre concept que j'ai défini moi-même. En fait, le nexus classique, c'est ce qu'on appelle l'eau, l'énergie et l'agriculture. L'eau, l'énergie et l'agriculture. C'est pas l'Y, là, c'est énergie. C'est ce qu'on appelle conventionnellement le nexus conventionnel. Et j'ai défini d'autres sous-nexus supplémentaires qui sont liés à
À la sécurité alimentaire, qu'est-ce que veut le Maroc ou n'importe quel pays? C'est ce qu'on appelle la souveraineté scientifique pour aller vers la souveraineté liée à l'eau, à la sécurité alimentaire, à l'énergie, etc. Pour assurer la sécurité alimentaire, j'ai besoin encore d'autres éléments qui sont le sol. Il faut avoir un sol pour l'agriculture. Il faut avoir des fertilisants. Il faut avoir une certaine dynamique. Donc, j'ai défini le sous-lexus que j'ai appelé sécurité alimentaire. J'ai défini un autre, c'est les sources d'énergie innovatives. En fait, il n'y a plus que. On a besoin de ces sources-là pour optimiser, réduire, valoriser les déchets, etc. Et puis, enfin, le bien-être, parce que l'eau peut aussi être un problème pour la santé hydrique. Donc, si l'eau n'est pas traitée correctement, on a un problème. Il y a les risques dont on a déjà parlé, mais il y a aussi l'éducation. Si les gens ne sont pas éduqués, et quand je dis éduqués, moi, un minimum, et puis comprendre la valeur de l'eau. Qu'est-ce que fait le Maroc face à cette pénurie? Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que dit le ministre de l'eau, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture. Grosso modo, je vais vous résumer ce qui se passe et comment on réagit vis-à-vis de cette pénurie. Le ministère des Finances aussi. Donc, on a deux types d'eau. Logique, il faut essayer d'optimiser ces eaux conventionnelles de toute la chaîne et renforcement de l'offre hydrique à travers la construction de nouveaux grands barrages. Qui dit grand barrage dit aussi beaucoup d'argent. Le Maroc a actuellement 153 barrages avec une capacité de 20 milliards de mètres cubes. Mais comme j'ai dit, on n'a pas à compter cette perte par évapotranspiration, on n'a pas à compter cette capacité qui a diminué. Donc c'est là des niches pour compenser. Réalisation d'une économie de 2 milliards de mètres cubes grâce à l'adoption de techniques économes en eau d'irrigation. Mais l'élève peut faire mieux. Là aussi, c'est une niche. L'irrigation, il faut essayer de minimiser. Alors, recours au dessalement d'eau de mer avec un objectif capacité de production de près d'1,4 milliard de mètres cubes en 2030. C'est pas mal, on voit déjà les travaux qui se font. Je ne veux pas vous projeter les belles cartes du ministère de l'Équipement ou pas, mais ça, j'ai d'autres adeptes, mais c'est pour une question. Et je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de projets qui sont prévus parce qu'on est vraiment en crise. Recours à la réutilisation de l'eau usée épurée visant la mobilisation de 100 millions de mètres cubes par an des eaux épurées. Déjà, au moins, on commence à voir pour la première fois du gazon irrigué avec de l'eau épurée. Ça fait plaisir. Il y a le grand projet d'interconnexion entre systèmes hydrauliques, la réalisation de 67 km pour relier le Ségou au Boulevard. Pour faire face aux vulnérabilités du Maroc. Donc là, c'est l'aspect recherche, si vous voulez. Et il faut absolument, comme j'ai dit tout à l'heure, nous faisons tous partie du problème et nous faisons partie de la solution. Et le chercheur, malheureusement, n'est pas réellement dedans parce qu'il faut avoir accès à l'eau. Il faut d'abord à la donnée. Sans données, on ne peut pas travailler. Donc, création d'un observatoire de données et d'un think tank associant toutes les parties prenantes, donc la société civile, etc., les administrations, mais il faut impliquer la recherche, qui est rarement impliquée. On commence à se rendre compte, parce que si on avait prévu ça, ça fait longtemps, on aurait déjà réfléchi sur des questions d'évapotranspiration, d'envasement,
comment augmenter l'efficience en agriculture, surtout, et comment augmenter les rendements pour l'eau potable. L'optimisation, c'est-à-dire on a déjà des eaux convenables, on a ce qu'on a, mais il faut le gérer convenablement dans toute la chaîne d'efficacité énergétique de gestion, la productivité. Donc vous voyez, si le rendement multiplicatif, si j'optimise la production, la mobilisation, les infrastructures disponibles, le traitement, la distribution et le pompage, l'utilisation finale, compte tenu des droits de l'eau. Donc je vais donner à tout le monde quelque chose, mais de manière raisonnable et raisonnée, et rationnelle. Je ne peux pas donner qu'aux gros utilisateurs de l'eau. Il faut que tout le monde ait sa part. Et c'est légitime. Donc il faut développer des stratégies efficaces de gestion rationnelle de l'eau. Recours aux médias, aux zones non conventionnelles, on en a parlé, eau de mer, souterraines, recharge des nappes, recharge artificielle des nappes, parce que si j'arrive à recharger ça, déjà c'est une manière de minimiser l'évapotranspiration. Au lieu de stocker à l'air libre, je stocke en souterrain. Alors par ailleurs, même pour les barrages, imaginez que je puisse faire un système flottant de panneaux photovoltaïques. Je vais minimiser l'évapotranspiration tout en produisant l'énergie que je vais injecter ailleurs. Il faut au moins qu'on fasse des petites choses, des petites manips de ce style et laisser les universités à la recherche faire et puis évaluer après. Alors, amélioration de la fiabilité, la résilience des systèmes d'énergie et d'eau. La fiabilité, cette histoire d'interconnexion, quoi qu'elle est chère, mais elle permet d'avoir une certaine... On augmente la fiabilité du réseau parce qu'on est en train de mailler le système, mais il faut le faire aussi de manière raisonnable et raisonnée, et pourvu qu'il y ait de l'eau aussi. L'éducation appropriée dans le domaine des sciences, ingénierie, technique de l'eau. Là, malheureusement, je devrais amener un livre à donner au centre. J'ai oublié dans ma voiture, j'ai pris le train, je te le donnerai. Donc, un livre que j'ai écrit pour l'UNESCO, d'ailleurs, qui est repensé chez Gallo, que je me ferai plaisir de vous offrir. Les technologies avancées de l'eau. Tu m'en donneras deux. Oui, pas de souci. Les technologies avancées de l'eau. Tout le monde entend parler maintenant de l'agriculture de précision, etc. Donc on a besoin de donner à la plante ce qu'il faut, en eau et en nutriments. Je ne peux pas me contenter de faire de la gestion intégrée de ressources en eau de manière classique. Il faut injecter ce nouveau paradigme parce que ce soit le dessalement d'eau de mer ou la réutilisation des eaux, ils sont énergivores. Il faut chercher l'énergie quelque part. L'eau dont est pour le sol, les sécheresses, la désertification, l'intrusion de salé, la valorisation des terres dégradées, les stratégies agricoles. Il faut surveiller l'humidité du sol pour optimiser l'eau, les nutriments, les fertilisants pour les cultures. Contre la distance, technologie avancée pour l'agriculture de précision. Gestion des impacts des aléas climatiques. Implication et inclusion de la recherche-développement, j'ai déjà parlé de ça. Nouveau paradigme, nouvelle approche et priorités nouvelles. Nouvelles capacités scientifiques sont nécessaires pour aborder ces questions complexes. Exigence de la rigueur et la science dans toutes les étapes. Les données. Si je n'ai pas de données, je ne peux rien faire. Il faut avoir suffisamment de données. L'expérimentation, les technologies, l'intelligence artificielle, les sciences de données, la modélisation, la simulation de scénarios, pour l'aide à la planification stratégique, l'implémentation des programmes et l'aide à la prise de décision. Préparation de la société aux enjeux des changements climatiques. Éduquer des citoyens informés et formés, consciencieux des enjeux des changements climatiques. Je vois qu'il y a des jeunes parmi nous. Il faut que, même la maternelle, dès le primaire, que les gens soient conscients
qu'il y a des changements et qu'il faut en tenir compte et qu'il y a un environnement, que je vis dans un environnement, que tout est limité. Donc il faut éduquer ces gens. Mieux expliquer la compréhension de la science du changement climatique via la vulgarisation scientifique. Les dessins animés pour les jeunes, au lieu de leur donner des Popeye ou des Tintins ou des bazars, il faut déjà les sensibiliser à la valeur de l'eau. Éduquer sur les stratégies d'adaptation et d'atténuation, ça c'est pour les vieux, mais aussi pour les jeunes. Fournir des solutions concrètes pour atténuer, s'adapter au changement climatique. Éduquer et sensibiliser les citoyens et toutes les parties prenantes sur l'encouragement et le financement du projet RD Innovation pour les diverses questions de l'eau et adaptation au dérèglement climatique. En conclusion, l'adaptation complète la réduction des émissions en réduisant la vulnérabilité aux contraintes climatiques. Il y a le choix d'option. Mais il faut que les parties prenantes soient associées dès le début de l'adaptation. Utilisation d'outils analytiques pour tester la sensibilité au climat et évaluer les risques. Identification des nouvelles vulnérabilités. Relier les paramètres caractérisant le changement climatique. Inclure les interactions avec les écosystèmes et les sociétés dans des approches intégrées. Accroître, et c'est important, la contribution des sciences humaines et sociales. Et se pencher davantage sur les questions de droit. Mais cesser de dire que nous faisons partie du problème et de la solution. Lambda. Donc, la femme ou l'homme lambda est intéressé par ce qu'on est l'eau, parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Il y a l'eau et l'air, on ne peut pas. Si on ne respire pas, on ne boit pas d'eau, on ne peut pas vivre. Promouvoir la coopération entre les parties prenantes et les divers acteurs publics et privés, notamment le partenariat public-privé, dont on parle beaucoup. Par exemple, si je fais le dessalement, je ne peux pas le gérer via l'État. Il faut que je puisse parler au privé qui a de l'argent, qui va investir pour ton temps et reprendre son argent largement. Élaborer une vision partagée commune d'harmonisation pour le développement durable, la gestion, l'exploitation d'une perspective multisectorielle. Saisir l'opportunité de sensibilisation des pays en développement au changement climatique. Dans la culpabilité est reconnue. Les pays développés, tout le monde reconnaît qu'ils sont coupables envers les pays en développement et créer des opportunités économiques. Il y a. Et en définitive, juste pour clore un peu, le climat a changé, le climat va continuer de changer et le climat demande des changements. Et je vous remercie.